Julien Aubert, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue, vous êtes député Les Républicains du Vaucluse. Un mot de football ou de politique dans le football. Les joueurs français n'ont finalement pas mis un genou en terre hier avant le match de football contre l'Allemagne, mais ils voulaient le faire. Alors, ont-ils raison de lutter ainsi contre le racisme avec les symboles de l'époque, ou bien se déplacer ? Moi je crois qu'il ne faut pas faire du sport en politique ou de la politique en sport. Quand je vais voir un match, c'est pour me divertir. Et ensuite, a fortiori, si on le fait, il faut utiliser des symboles, si vous voulez, qui parlent à notre culture. Je ne crois pas que la société française soit à l'image de la société américaine. Je ne suis pas certain que tout le monde connaisse l'historique de ce geste, ni sa résonance particulière. Et je crois que quand on voit l'image de l'équipe de France, on comprend que nous ne sommes pas un pays raciste. Après le match, le couvre-feu, lui, n'a pas été respecté. Bon, on a fait la fête, on avait battu l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas le bon moment maintenant pour lever les dernières barrières ? C'est-à-dire le masque en plein air, les gens le portent de moins en moins, le couvre-feu à 23 heures avec la température qu'on a, c'est difficile. Anticipons le 30 juin. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt raisonner comme lorsque vous sortez de la mer profonde et vous y allez par paliers ? On voit bien que l'existence d'un couvre-feu, même s'il n'a été guère respecté, a permis quand même de mettre peut-être des freins. Si on avait dit « vous pouvez tout enlever », peut-être que la fête aurait été encore plus bruyante et plus joyeuse et encore moins contrôlée. Donc je comprends l'impatience, mais je crois qu'il faut quand même rappeler aux gens que nous sortons d'une crise sanitaire très grave. Vous vous inquiétez d'un festival d'Avignon avec beaucoup de monde, peut-être des touristes, peut-être des Britanniques et les variants au milieu de tout ça ? Non, je ne m'inquiète pas parce que je suppose que si le Festival d'Avignon est autorisé par les autorités, c'est qu'ils en maîtrisent totalement les conséquences et parce que Avignon a besoin de ce festival. Après, nous serons en juillet, donc normalement après les limites que vous avez vous-même fixées et rappelées par rapport aux masques, par rapport aux gestes barrières. Maintenant, je crois qu'aucune loi ne remplacera l'intelligence individuelle. C'est à vous de faire attention à votre propre santé. Est-ce que la loi ne peut pas au moins créer des obligations ? Par exemple, l'obligation de vaccination, au moins pour les personnes à risque ? Pour les personnes à risque, c'est une idée, effectivement. Moi, j'ai été plutôt favorable pour les personnels soignants. Je crois qu'il faut faire très attention parce que vous prenez une responsabilité quand vous mettez une obligation. Et les Français voient aussi qu'il peut y avoir des cas de thrombose qui sont effectivement très minoritaires, très marginaux, mais si vous arrivent dans votre famille, vous le ressentirez évidemment comme une décision inique qui vous a privé d'un proche. Donc, il faut faire très attention sur l'obligation et pour moi, la réserver dans un contrôle de proportionnalité uniquement aux soignants. Marine Le Pen est en Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui, dans votre région. Les sondages donnent Thierry Mariani vainqueur, même si la gauche se retire au second tour, même si là il est dans la marge d'erreur. Est-ce que les Républicains ont perdu la bataille ? Les Républicains, ils l'ont en partie perdu le jour où finalement s'est fait une forme de rapprochement avec En Marche qui n'était pas souhaité par la direction et qui a brouillé le message. Ensuite, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur en décidant de ne pas jouer la politique du pire, mais je ne partage pas la tactique et la stratégie qui est poursuivie. Donc j'avais prévenu Renaud Muselier de mon point de vue que ça mènerait à la victoire du Rassemblement national. Et par conséquent, effectivement, les Républicains sont quelque peu pris au piège, notamment les électeurs. Est-ce que vous pouvez redresser la barre d'ici dimanche en mobilisant des abstentionnistes ? Je crois qu'en réalité, pour le premier tour, les jeux sont à peu près faits. Entre les deux tours va s'ouvrir une période d'incertitude où c'est la gauche qui aura sans doute les clés d'une partie du scrutin. Mais faisons attention parce que tous ces concepts de barrage républicain donnent l'impression en fait qu'on veut faire un barrage démocratique, qu'on veut empêcher à tout prix quelqu'un de gagner. Or, ce quelqu'un, le Rassemblement national, prospère sur le fait que tous les partis seraient en réalité bonnet blanc et blanc bonnet. Et donc il faut faire attention à ce que cette notion de barrage républicain ne soit pas traduit par la plupart des électeurs comme une petite entente type loi des apparentements 1951, une petite tambouille entre nous pour garder les sièges. Voilà pourquoi moi, en tout cas, j'ai préféré me retirer. Est-ce que vous ressentez sur le terrain ce qu'on appelle la fin du plafond de verre, c'est-à-dire des électeurs de droite qui vous disent que maintenant, voter Rassemblement national, c'est une option comme les autres ? Il n'y a pas de plafond de verre. Le plafond de verre, il a sauté en 2015, au second tour des élections régionales de 2015 en Vaucluse, lorsque Marion Maréchal a fait 52% contre moi, qui en faisait 48%. Pas dans ma circonscription, mais à l'échelle du département, 52%. Mais au régional, sur toute la région, elle avait perdu. Mais oui, je veux dire, mais le Vaucluse n'est pas un département d'extraterrestres. C'est un département français comme les autres. Ce qui est arrivé en Vaucluse peut arriver demain dans le reste de la région. Et ce qui arrive aujourd'hui dans la région pourrait arriver demain dans toute la France. Quelles sont les thématiques qui font que vos électeurs, les électeurs du Vaucluse, à un moment donné, passent au RN ?
Il y a plusieurs couches. Vous avez le noyau principal qui est un noyau effectivement sensible aux thèses habituelles de l'extrême droite. Et ensuite, vous avez deux moteurs. Le premier moteur, c'est l'immigration incontrôlée et l'insécurité, avec le sentiment que ceux qui ont gouverné avant ont échoué, notamment la gueule de bois suite au mandat de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, vous avez une deuxième couche de tous ceux qui veulent faire exploser le système ou qui ont un sentiment de défiance à l'égard d'un système politique dont ils estiment qu'il est corrompu et qu'il ne les représente pas. Donc ceux-là, plutôt que de s'abstenir, vont voter Rassemblement national. Ceux qui disent salaud d'élu, pour reprendre le titre d'un de vos livres. Merci de me faire ma pub, monsieur Barbier. Les Républicains, comme parti national, vont-ils être contaminés par ce syndrome? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une césure, une fracture entre ceux qui diront bah, maintenant, c'est vers la droite qu'il faut regarder, essayons de nous entendre avec le RN, pour mieux les contrôler peut-être, et ceux qui diront bah non, dans ce cas-là, allons vers notre gauche plutôt et essayons de trouver un accord avec Macron. Je crois même qu'on a dépassé ce stade-là. Si les Républicains, il est minuit moins 5, soit les Républicains comprennent une bonne fois pour toutes que sans candidat, sans projet alternatif, sans vision de la société qui ne soit ni l'un ni l'autre, sans explication sur ce qu'est la droite et en quoi nous ne sommes ni la Macronie ni Le Pen, si nous ne nous réveillons pas collectivement avec force, avec énergie, nous disparaîtrons. Et nous disparaîtrons pas pour des raisons d'alliance, mais tout simplement parce que nous serons comme l'omelette mangée des deux côtés. Nous allions auparavant d'Alain Juppé à Thierry Mariani. Aujourd'hui, regardez ce que les Républicains sont devenus. Est-ce qu'il faut des états généraux de la droite, des états généraux des Républicains, un congrès en juillet, en août, en septembre pour refonder cette idéologie qui manque? Peut-être qu'il faudrait des états généraux, peut-être surtout qu'il faudrait une révolution ou un général. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, je crois. Et ça, il devient un peu tard, si vous voulez. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les Républicains sur les mesures. Mais ce n'est pas les mesures que les Français attendent. C'est la confiance. C'est de savoir en quoi je peux vous faire confiance, en quoi votre vision de la société correspond à mes problèmes. Et aujourd'hui, ce message, il est brouillé parce que nous n'avons pas d'émetteurs. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, cette question de l'incarnation. Surtout dans un parti qui est gaulliste, c'est-à-dire un peu bonapartiste. Et où quelquefois, les gens vous disent qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, il y a différentes tribus de droite. Mais le jour où vous avez Vercingétorix, les gens sont beaucoup plus à l'aise. Est-ce que cette incarnation à renouveler, vous la faites passer par le parti? Il faut donc une sorte de putsch interne et puis trouver une autre direction pour le parti très vite? Ou est-ce que c'est uniquement la présidentielle qui va régler ce problème? Les deux, en réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des ambitions autour de la table. Il faudrait que le parti puisse arriver à les mettre autour de la table en disant voilà quel est le mode de sélection, en sachant que nous avons besoin à un moment donné d'arbitrer. Bon. Sinon, l'arbitrage il se fera directement à la présidentielle. Mais de la part d'une génération qui a été aux affaires sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy, qui a gouverné ensemble, de mon point de vue, si vous voulez, il est assez illogique, incompréhensible qu'aujourd'hui il se fasse la guerre. C'est cette génération-là qui est responsable du marasme dans lequel la droite se tient? Je crois qu'il y a une génération qui a gouverné, qui n'a pas tiré les conséquences des erreurs du passé. Tout n'a pas été mauvais, mais nous avons fait quelques erreurs. Et qui, parfois, n'a peut-être pas le jus nécessaire parce que, ayant été aux affaires, quelque part, le contact avec je dirais, la société s'est un peu distendu. Et donc, oui, il y a besoin, à mon avis, d'un renouvellement. Et l'une de nos faiblesses par rapport à LREM ou au Rassemblement national, c'est que là-bas, quand vous avez 25 ou 30 ans et vous passez la porte, demain, on fait de vous un député. Chez nous, on vous fait un colleur d'affiche. Le 28, si PACA est passé au RN la veille, vous savez ce que vous ferez, ce que vous direz au sein de votre parti? Non, je ne le sais pas parce que je préfère pas l'envisager. Moi, j'espère la victoire de Renaud Muselier le 27, même si je ne partage pas sa stratégie. Je ne joue pas la politique du pire. Maintenant, au lendemain, il faudra en tirer les conséquences. Et ce qui est certain, c'est que moi, je lancerai un message d'alerte que j'ai déjà un petit peu lancé sur votre antenne. Et puis, deuxièmement, j'essaierai de me projeter vers l'avenir en proposant des idées pour essayer, en tout cas, que la bataille de 2022 ne soit pas perdue. Elle n'est pas perdue déjà? Elle n'est jamais perdue. Les batailles que vous ne livrez pas ne sont perdues, mais les batailles que vous livrez, elles peuvent être gagnées. En l'occurrence, aujourd'hui, une majorité de Français ne veulent pas du match Macron-Le Pen, c'est-à-dire que si nous arrivons à faire émerger quelqu'un, eh bien, l'espoir reste possible. Les régionales pourraient servir à dégager quelqu'un. On pense à Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Ils peuvent dégager quelqu'un, mais pas au sens où vous l'entendez, Monsieur Barbier, si quelqu'un ne passe pas la rampe du second tour. Donc c'est plus une élection d'élimination de celui ou celle qui sera battu, oui, parce que de confirmation et d'intronisation. Je pense qu'au soir du 27, on aura en réalité plusieurs présidents de région réélus qui pourraient légitimement aspirer à devenir le candidat. Donc le problème sera entier. Est-ce que la nomination de Jean Leonetti, maire d'Antibes, pour
penser un système de départage, comme on dit chez les LR depuis quelques mois, c'est une bonne idée. Est-ce que vous lui faites confiance? Oui, c'est une bonne idée. Jean Leonetti est un modéré, mais du Sud. Quelqu'un qui connaît la complexité de ce que nous avons vécu en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un homme de cœur, loyal, intègre. À défaut d'avoir un candidat naturel, nous avons trouvé un arbitre naturel. Et l'arbitre naturel, c'est la primaire, c'est le militant, c'est à lui finalement que doit revenir le choix, surtout si on hésite entre des gens qui sont à égalité. Moi, je ne suis pas, à la base, j'ai toujours détesté les primaires, mais je crois, si vous voulez, qu'en démocratie, la seule manière de régler nos différends, c'est par le vote. Et par le vote de ceux qui ont le droit de vote. Et ceux qui ont le droit de vote aux Républicains, ce sont les adhérents, ceux qui sont restés aux fidèles malgré les tempêtes. Si demain, on leur bâtit un système où ils sont minoritaires, ils s'en iront, et nous n'aurons que les yeux pour pleurer, nous serons un cartel d'élus. C'est-à-dire qu'un politologue, Pascal Perrineau, et un institut de sondage pour choisir le bon profil pour plaire aux électeurs français, pas seulement aux adhérents, ça ne vous plaît pas? C'est pas que ça ne me plaît pas, c'est qu'à un moment donné, ça ne remplace pas le vote. C'est comme si vous me disiez un bon sondage pour déterminer qui est le meilleur président, et puis on passe la présidentielle, on dit, ben voilà, Madame Le Pen arrive en tête, donc c'est Madame Le Pen. D'abord, les sondages peuvent se tromper. Je vous rappelle qu'en 2016, c'est Monsieur Juppé qui sortait en tête. Donc si on avait choisi Monsieur Juppé sur la base des sondages, on serait aujourd'hui fort Marie. Et puis deuxièmement, parce que, comme je vous le dis, c'est une photographie, en fait, un sondage. Une photographie à l'instant T. Mais la politique, c'est pas du statique, c'est de la dynamique. C'est par l'énergie, en réalité, que vous convainquez les gens. Et des fois, vous convainquez des masses, vous bougez des masses. Emmanuel Macron, en 2016, il n'avait pas beaucoup d'espace. Ça ne l'a pas empêché de se faufiler et à la fin de faire un hold-up. Alors il y a un homme de droite qui est populaire, qui a même été décoré hier par le président de la République, c'est Édouard Philippe. Est-ce que le retour au bercail est un scénario possible? Ou bien la création d'une structure par Édouard Philippe qui récupérait une partie des Républicains? Peut-être pas vous, mais une partie des Républicains. Ah, Monsieur Barbier, je vois bien là vos lettres et votre référence à l'Évangile sur le retour de l'enfant prodigue, et je vous félicite. Mais néanmoins, en matière politique, c'est rarement biblique. Et en l'occurrence, je crois qu'il est assez difficile de s'être opposé au Premier ministre Édouard Philippe pendant 3 longues années, d'avoir expliqué en quoi un certain nombre de ces mesures étaient mauvaises. Je pense par exemple aux 80 km/h. Puis ensuite d'expliquer à nos électeurs qu'on s'est trompé d'idée, comme disait Brassens, et que désormais, eh bien, on a trouvé le bon candidat. Un candidat à la présidentielle, ce n'est pas un pot de yaourt que vous choisissez au dernier moment en changeant l'étiquette. C'est un projet, c'est une rencontre entre un homme et la nation. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'Édouard Philippe cherche plutôt à esquiver la nation. Il donne des conférences, il fait si vous voulez, des signatures, il explique qu'il est peut-être intéressé dans l'hypothèse où, mais il ne peut pas se manifester, mais il reste libre et indépendant. Tout ça est du positionnement de marketing sur le grand marché des candidats. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a un homme qui avait rencontré la nation, il s'appelait Nicolas Sarkozy, il a été président. Hier, il était au tribunal pour l'affaire Big Malion. Il nie avoir tenu une campagne électorale faramineuse en 2012. Mais on a l'impression qu'il plaide contre l'évidence, les factures sont là. Les factures sont là, effectivement, et en même temps, on peut comprendre que Nicolas Sarkozy, étant président de la République et candidat, n'était pas celui qui allait regarder les factures des stylos. C'est le problème, en fait, de ces grosses machines qui sont des sociétés d'irresponsabilité illimitée. C'est-à-dire que chacun a sa part de responsabilité. Peut-être que quelqu'un, d'ailleurs, avait la vision globale. La question est de savoir qui avait la vision globale. Et puis vous savez que dans les campagnes, tout va vite. Donc, il est en tout cas responsable. Voilà, ça c'est certain, puisque officiellement il l'est de sa campagne. Maintenant, je crois qu'il est sincère quand il explique qu'il n'avait pas forcément la vision globale de tout ce qui se passait sous ses pieds. La commission des comptes de campagne dit c'est simple, il faut qu'on ait accès aux comptes des partis pour éviter une nouvelle affaire Big Malion. Vous êtes prêt à ouvrir les partis à la commission des comptes de campagne? C'est une idée qui peut être intéressante, je dirais, en termes de contrôle, mais réfléchissons quand même que les comptes d'un parti, c'est peut-être aussi donner des informations très importantes à vos adversaires, parce que les informations fuitent. Même à l'Assemblée nationale, les informations fuitent, des informations administratives. Tout devient politique et tout devient arme. Et une information qui peut être anodine, peut être utilisée contre vous, parce qu'elle crée de la suspicion. Et tout ça, c'est un grand jeu de démolition. Je crois qu'en fait, il faudrait plutôt revoir massivement la loi sur le financement des partis politiques. Il n'est pas normal qu'un parti comme les Républicains, par exemple, parce qu'il a perdu les élections, subitement se retrouve à sec. On devrait faire des moyennes sur les différentes élections des 10 dernières années, voilà, pour essayer de tempérer tout ça. Et effectivement, sur ces fameux plafonds de campagne politique, on voit bien qu'il y a une forme d'hypocrisie et qu'à un moment donné, la vie, elle rentre pas dans des cases. Alors, il faut effectivement éviter ce qui se passe aux États-Unis où c'est une course à l'argent, mais en même temps peut-être mettre sur la table avec, pour le coup, des états généraux des partis politiques. Julien Aubert, merci, bonne journée. Merci.